C'est vrai que tu filmes en fait. Tu as vu Boris? C'est Vita, tu connais Vita? Vita, c'est l'égérie de Boris, tu sais. De toute façon, je vais l'écrire, mais vous empêche pas de dire c'est Ahmed. It's a very good. But long time, 10 years ago. Boris, he's a great collector and very good friend. So he would do something. Ah, monsieur Bon. Ah oui, super. Il est filmé, je sais. Elle a tout d'une grande. Hein. J'ai tout d'une grande, mais je suis 1m50, c'est ça qui est bien. Voilà, cette fois-ci t'es grande. Je peux te mettre à côté aussi après. Ah, je peux pas voir. Enfin, c'est les 50 Hello, I got this photo. That's you. Can I have a picture with you? She wants to take a picture. Bonjour. Tu sais que c'est une série qui est unique, les 50 photos, elles s'achètent ensemble. C'est 1989. Jean-Pierre. Ah voilà, mettez-vous ensemble, je vous prends photo de vous. Voilà. Et après avec moi. Oui, à 6 heures. Ok. Ciao, ciao. Just fine. Finish. Après, finish. Bonne chance pour Il y a quelques années, parce que ça là, on voit très bien, c'est pas technique, effectivement, mais ça correspond à quelque chose. C'est de la peinture, c'est du fixé sous verre. C'est une technique ancestrale qui date du Moyen-Âge. Les gens commencent à faire cette technique avec des sujets religieux. Alors ça garde la fraîcheur de la peinture, on a l'impression que c'est comme si c'était pas sec, tu vois. Et il faut faire l'éclair avant et le foncé en finale. Et il peint derrière le plexi. C'est toute une gymnastique. Ça donne un rendu extraordinaire. Ça donne un rendu. On est perturbé parce qu'on croit que c'est de la photo. C'est pas de la photo. Les gens pensent que c'est de la photo qui est repeinte, qui est retouchée. Oui, c'est pas ça du tout. C'est que de la peinture. Et dans le temps, ils travaillaient sur verre. C'était plus dangereux. Maintenant, le plexi, il travaille sur plexi. Je suis désolée, madame, c'est pas si. Oui, Annie, c'est parti chercher ce qui ici manquait. Sortir. Je sais, mais elle va sortir, Suzanne. Mais oui, je suis jamais en place. Mais non, mais tu sais, Ouais, mais c'est très bien. on ne peut pas rester en place dans ce métier. Non. Parce qu'on a plein de gens à voir. Il faut être à tout le monde. Et essayer d'être à tout le monde et non pas personne. Mais je ne fais pas exprès. J'ai remarqué qu'en ce moment, j'avais des peintres qui étaient assez. Des gens qui travaillaient vraiment, qui avaient du talent, mais en plus qui étaient des vrais, qui allaient jusqu'au bout des choses. Des figuratifs. Une espèce de figuration. En même temps, habité, mais extrême et pas hyper réaliste. Mais voilà, un beau travail. J'ai envie de choses fortes et quelque part bien faites. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, mais rétrospectivement, je perçois ça. Peut-être parce qu'il y a un chaos tellement important dans le monde qu'on a envie de voir des choses de gens qui sont vraiment, tu vois, de quelque chose de... C'est quoi, moi je crois beaucoup dans l'art contemporain. À ce qui surnagera, ce sera le religieux, le mythologique, Oui. le intemporel, le non-fashion, pas la mode, comme tout. On dit. C'est archétypal. Oui, sûrement. Moi je le pense. Je le pense. Jungien, Jung revient. Mais mine de rien, ton Julien Salot, il est quoi maintenant? Mais bien sûr. Moi je ne me suis pas rendu compte que finalement j'ai tenté. Il est paléolithique. Oui, très bien. Il est, oui, c'est vrai. est paléolithique. Oui, c'est vrai. Donc intemporel. Voilà. Fin Sur ces belles paroles. d'entretien.
Vous étiez enregistré. Fin et début de l'entretien. Fin et début. Comment tu trouves mon chapeau? Quel âge? T'imagines un peu le truc de fou. Non, ça va. Non, tu sais, c'est marrant, je pense que Oui, qu'est-ce que tu dis? D'accord, c'est bon, d'accord. je suis pas l'artiste. Ah bah ça change. C'est rien, tu vois. Et la troisième sera la bonne. C'est quand même incroyable ce truc. Bon, ça chauffe ça. Parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir décongeler cette horreur. C'est quand même... Bon, allez, je vais faire les pommes de terre. Ça va être très bien. Quand on est galeriste, il faut savoir tout faire. Mais malheureusement, il faut dire qu'on sait tout faire et il faut le faire. Il faut que je te montre quelque chose aussi. Rima, tu sais, elle connaît pas ma réserve. On va la mettre dans le sens. On va la mettre par-dessus. Voilà. Hop, c'est parti. Le coffre-fort. Viens voir comment ça. Ah, c'est impressionnant. On ne peut pas aller plus loin parce qu'ils sont plantés. C'est une très belle artiste américaine, mais les Français n'aiment pas. Elle s'appelle Carrie Boyer, elle est dans le livre de Bob Nikas et tout. Je l'ai découverte, ça fait 3 ans. Elle a eu le prix du Guggenheim, rien à faire. Donc, je ne peux pas continuer avec elle. Je lui ai dit, j'adore ton boulot, et voilà, ça va pas. Ça, c'est Romain. Tu vois, c'est pratique. Et ça, c'est Oren Eliaf, c'est très curieux aussi. C'est intéressant, tu vois, c'est dans un musée. Tu es dans un musée, tu marches. C'est une toile très intéressante. C'est le même artiste que ça. C'est très différent. Ah ouais, c'est très différent. Mais celle-là est très belle. C'est une toile récente de 2014, fin d'année, que j'ai ramenée d'Israël. Je trouve ça très original. Oui, mais là, tu vois, les vitres fonctionnent mieux. Bah, ça, c'est très bon. Oui. Parce que Oui. Elle est très bien. Et malheureusement, tu sais, je l'ai choisie à son atelier, celle-là. Et l'autre, je ne l'ai pas choisie à son atelier. Et j'ai vraiment besoin de voir les toiles en vrai. Ça, c'est Dan McCarthy, je trouve super intéressant. Tu connais, t'as déjà vu? On arrive à la fin. Et là, il y a une toile de Pierre Schwarzman. Mais il y a un film dessus, une toile abstraite. On passe à... Ah oui. C'est de la peinture à l'huile. C'est dingue, hein? Et tu vois, ça, j'aime beaucoup. C'est très pur, c'est très minimaliste, mais j'aime beaucoup ce travail. Et c'est très différent des autres boulots. Bah, carrément. Et c'est pour ça que je suis assez éclectique. J'aime autant cette peinture, je peux apprécier autant cette peinture qu'une autre peinture plus figurative. Tout dépend, tout dépend comment la peinture est composée. Il est de quelle nationalité? Il est suisse? Ah, il est suisse? Oui, il est suisse, il vit à Nyon. Il est à Nyon. Ah oui. Oui, il est à la galerie Scopia, à Genève. Il a 60 quelques années. On a fait une exposition ensemble qui s'est très bien passée, on va en refaire une autre en 2016. Il est très sympathique. Il a fait un très beau livre cette année, un livre d'artiste, il a eu le prix du meilleur livre d'artiste en Suisse. Il est adorable. Cette galerie qui est dans le 19e. Oui, on est dans le 19e, c'est un autre monde, c'est le monde du 20e et du 21e siècle. Exactement, mais qui n'a C'est- plus rien à voir avec Non, ce que et tu c'est as un pu grand faire à projet. Paris. Bien sûr que non, mais en même temps, c'est comme une continuité, c'est ma vie. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve ici et ce qu'on retrouvera dans toute ma vie, c'est cet amour des gens
cet amour du monde et les échanges. Ce que j'aime toujours dans la vie, c'est les échanges. Et quand je suis arrivée à Barbizon, quelque part, c'est comme si c'est curieux, parce que ce village où il n'y avait pas eu de galerie, jamais. Il faut remonter à une galerie qui a été faite après la guerre. Et c'était une galerie de lithographie, on m'a raconté, qui a été faite juste après, où il y avait encore les Américains, l'OTAN. Il y avait une base américaine. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai choisi Barbizon. Pourquoi ? Est-ce que c'est... Vous savez, parfois on se demande si on n'a pas des vies antérieures ou des choses. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours adoré Moulin Rouge, j'ai toujours adoré Lautrec. Et parfois, je me fais des chignons, on me dit, vous faites penser à Lautrec, je ne sais pas. C'est curieux, c'est cet amour de la peinture qui me vient de nulle part et que j'ai toujours eu toute petite, parce que mes parents ne s'intéressaient pas du tout à l'art. Et donc, quand j'étais à l'école, à 11 ans, c'est en 6e, je me souviens très très bien, mes premiers livres, on m'a offert Jérôme Bosch, Munch et Kirchner. Et j'ai adoré ces 3 petits livres qui étaient mes petits livres de chevet, que je devais feuilleter pas tous les jours, mais presque. Et après, dans les livres d'histoire, qu'est-ce que je regardais ? Les tableaux. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Et après, quand j'ai été plus âgée, qu'est-ce que je découpais ? C'était les tableaux qu'il y avait, parce qu'à l'époque, les magazines, on va croire que j'ai un âge canonique, c'est marrant, je dis à l'époque, j'aime bien, je suis très jeune. Je découpais sur les magazines, les programmes de télé. Il y avait une époque derrière, il y avait des reproductions de tableaux encadrés, de Monet, des impressionnistes, des fauves. Et je faisais toute ma petite collection, je mettais dans ma chambre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la peinture. J'adorais danser, je dansais les booms et tout, mais je mettais jamais des Johnny Hallyday ou des... Je sais pas, non, c'était Sheila, non, c'est pas pour moi, hein, c'est pas du tout pour moi, c'était les tableaux. Et après, dès que j'ai commencé à bosser très jeune, à 19 ans et demi, j'étais surveillante, mes premiers sous, je les ai mis, j'ai fait un crédit et j'ai acheté toute la collection sur la peinture. En France, en Espagne, la Renaissance, les Italiens. Et je me suis plongée là-dedans comme Alice au Pays des Merveilles. C'était pour moi ma grande passion. Mais je ne savais pas que ça allait être ça m'intéressait beaucoup. Et je suis totalement autodidacte parce que je me suis passionnée. Et les livres, un livre appelle un autre livre. Vous savez, c'est une espèce de drogue, mais c'est une drogue saine. Hein. On devient addict, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça qui est formidable. L'aventure de Barbizon a commencé en 1978, le vendredi 13 mai 1978. J'ai ouvert dans un lieu que personne ne me connaissait, je ne connaissais personne, sauf que je savais que le maire était un ancien ministre, c'est M. Jacquet, qui avait fait une très belle salle des fêtes, où j'ai beaucoup profité, parce que Madame le maire, qui s'appelait Madame Avalanche, que je remercie encore aujourd'hui, a tout de suite compris, a été très complice alors qu'elle ne connaissait rien en art, elle a parfaitement compris l'importance que j'avais dans le village. Parce que j'ai amené beaucoup de monde. Les restaurants à cette époque ont fait 2 services grâce à moi. Parce qu'avant, ils fermaient à telle heure, et comme je faisais des vernissages et que ça se terminait tard, je ne pouvais pas inviter tout le monde parce que j'avais beaucoup de monde. Les gens allaient dîner dans les restaurants plus tard et il y avait un 2e service. Et quand je suis partie de Barbizon, je leur ai beaucoup manqué. Mais ça, tant pis. Donc, je suis restée quand même pratiquement plus de 20 ans. Hein. J'ai fait quand même beaucoup de choses à Barbizon. J'ai amené beaucoup d'artistes. Des artistes français, des artistes internationaux. Et le monde, les personnes qui visitaient Barbizon, c'était quand même des gens. Il y avait Philippe Noiret, il y avait Jean Marais, il y avait Lelouch, il y avait des tas de gens, des gens qui venaient tourner des films. On a fait des films où on voit des affiches de la galerie. J'ai eu David Carradine qui est débarqué un jour, qui m'a acheté, la veille de Pâques, qui m'a acheté tous les tableaux de la galerie. Je me suis retrouvée sans aucun tableau. C'était très drôle. Je venais juste de débuter. Ça faisait 3 mois que j'avais ouvert ma galerie. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Moi, j'avais déjà fait le choix des artistes, c'était quelque chose qui m'était cher. J'allais beaucoup au salon, à l'époque, j'allais beaucoup au salon d'automne, au Grand Palais. Le salon d'automne avait une importance qui n'est plus du tout, ça n'existe pratiquement plus, je ne sais même pas si ça existe maintenant. Il y avait un autre salon qui était important, qui s'appelait le Panthéon de leur temps. C'était un salon qui avait été créé autour de Bernard Buffet, parce qu'il y avait un prix qui s'appelait le prix de la critique, qui était un prix très important, qui n'a plus lieu après, mais c'était quelque chose d'assez important. Et donc j'exposais des artistes qui auraient pu être... J'avais des artistes jeunes, mais j'avais aussi beaucoup d'artistes qui étaient un peu mes grands-pères, qui avaient connu Matisse, Modigliani, ça s'appelait la réalité poétique. C'est des gens qui marchaient dans la suite de Matisse. Parce que aussi j'aimais beaucoup les expressionnistes. Donc j'aimais beaucoup les couleurs. J'ai toujours aimé la couleur. Mais je peux aussi aimer le noir. Hein. Moi je suis quelqu'un qui... Je suis assez éclectique. Par rapport à mes... Disons que ce que j'aime plutôt le moins, à part quelques grands artistes qui m'intéressent vraiment, c'est les installations qui sont très à la mode maintenant. Et je suis très dure dans le conceptuel. J'aime certaines choses conceptuelles, absolument.
J'ai eu la chance de rencontrer en 1997 un grand collectionneur qui s'appelle Marcel Briand, que pratiquement tout le monde connaît. Et en faisant un voyage assez fantastique dans les îles, j'ai rencontré ce Marcel Briand on a tout de suite très sympathisé et on s'est trouvé des affinités communes. Et on parlait tous les jours, on se voyait, on s'appelait tous les jours, on déjeunait très souvent ensemble et on parlait d'art. Et on a parlé d'art des heures, des heures, des heures. Et c'était intarissable. Marcel m'a beaucoup appris, je le remercie encore aujourd'hui, même si on ne se voit plus beaucoup. Mais c'est quelqu'un auquel j'ai une très grande reconnaissance. Marcel est un œil. Et je pense que lui aussi est un garçon qui est totalement autodidacte. Il a eu la chance aussi de rencontrer un homme dans sa vie très important qui s'appelait Louis Clayeux, qui a beaucoup aidé dans les choix artistiques Mitterrand, qui était un homme extrêmement intelligent, brillant, un homme dans l'ombre, qui était un grand intellectuel et un homme très discret, que j'ai la chance d'avoir au téléphone, mais que je n'ai jamais rencontré. Mais à travers Marcel, j'ai compris que c'était quelqu'un qui l'y avait beaucoup formé. Marcel le remerciait beaucoup. Et moi, il m'a appris beaucoup. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Et si je suis partie à Paris, c'est grâce à Marcel. Je sentais bien, mais est-ce que j'aurais eu la force de quitter Barbizon? J'en sais rien. Parce que c'était quand même un monde, alors que c'était qu'à 50 km de Paris. Mais j'avais déjà beaucoup de gens qui venaient me voir, qui me disaient, des collectionneurs qui me disaient, vous allez à Paris un jour? Et j'avais Laurent Lebon, qui continuait ses études, et qui venait très souvent me voir, pratiquement tous les dimanches. Il passait me voir à la galerie. Qui est maintenant le directeur du musée Picasso. Voilà. Et j'ai eu aussi un jeune garçon qui avait 9 ans, et qui venait à la galerie avec ses parents et qui aimait beaucoup la sculpture, à l'époque où je présentais beaucoup Volti. Et un jour, j'avais besoin d'un renseignement sur Archipenko. J'ai appelé Christie's, je me suis passé Christie's ou Arcurial. J'ai demandé le département sculpture, on m'a passé à un monsieur. Je lui ai dit bonjour monsieur, je m'appelle Suzanne Tarassière, vous ne me connaissez sûrement pas. Il me dit si, je vous connais parfaitement parce que c'est grâce à vous si je suis expert en Rodin. Et je crois que ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il m'a dit j'ai connu la sculpture grâce à vous à 9 ans et maintenant je suis expert en Rodin. Et il y a quelque chose que je faisais dès le début et que je fais toujours, c'est que quand j'étais à Barbizon, il y avait une salle, j'avais un étage, j'avais un sous-sol, et sur une table, j'avais toujours des livres pour apprendre aux jeunes l'art. Et j'ai eu après des jeunes collectionneurs qui passaient leur bac, qui sont venus me voir, qui sont devenus des collectionneurs. Et ça fait tellement plaisir. Et mon directeur d'école, mon directeur de collège, mon dernier directeur qui est devenu un grand collectionneur assidu. À Paris, c'était la rencontre de Marcel. Hein. Après 97, et puis aussi ma visite, ma découverte de Berlin en 91. Et là, j'ai eu une espèce de grande... J'ai découvert le musée Schmidt-Rottluff où il y avait ces artistes que j'adore, tous ces artistes de Kirchner, tous ces gens que j'aimais. Donc j'ai visité tous les musées et ces jeunes artistes, j'ai commencé à visiter l'atelier de Daniel Richter. J'ai des photos très drôles avec lui et tout ça. Et je me disais, Barbizon, ça ne pourra pas durer. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Baz Liszt, Lupers, tous ces gens, des gens extraordinaires. J'ai rencontré Baz Liszt en l'ayant vu à la télé un soir, et j'ai vu une émission sur lui, je me suis dit, ce type est fabuleux, il faut que je le rencontre. Comme César, que j'ai eu à la galerie et que j'ai travaillé avec lui, quand un artiste m'intéresse, c'est comme une mission, j'irai jusqu'au bout, je ne lâche pas. Et j'ai vu Baz Liszt à la télé, et après il y avait la première édition de Baz Liszt, c'était était au Sable d'Olonne, au musée Sainte-Croix, au musée oui. Et donc, j'ai été voir cette exposition. Je suis restée 2 heures dans le musée. Les gardiens commençaient à s'inquiéter parce qu'ils voyaient une fille qui était... Ils se demandaient... Tous les gens étaient à la plage et j'étais la seule personne qui était dans ce musée. Et j'avais des sabots en bois et je faisais un bruit pas possible. Il y a un monsieur qui m'a dit « Mais vous avez l'intention de rester longtemps ?» J'ai dit « Monsieur, ça ferme à quelle heure le musée? Donc vous me verrez peut-être jusqu'à la fin. » Et j'ai dit « Ce peintre-là, je l'aurai un jour. » Et on s'est rencontrés et c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie de galeriste et ma vie tout court parce que j'ai un grand respect pour d'abord l'homme et en plus le travail qui est un immense artiste. J'ai préparé beaucoup cette arrivée à Paris parce que à partir de 99, j'ai commencé à 91 Berlin parce que quand même 91. Après, je suis allée à Leipzig, j'ai découvert... Je crois que j'étais la première Française pratiquement allée à Leipzig. En 2000, j'ai commencé à fréquenter Leipzig, il n'y avait pratiquement personne de France. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir incroyable, c'est que le galeriste que tout le monde connaît, Julie Licqueux, qui me voyait arriver et qui m'aimait pas à cette époque, parce que depuis maintenant c'est terminé, m'a envoyé un mail un jour en me disant « Madame Tarassière, je ne veux plus vous voir à Leipzig. Interdiction de revenir. » Ah, je lui faisais peur.
C'était drôle, c'était très drôle, c'était très drôle. Alors j'ai exposé des artistes allemands, que j'ai toujours, certains d'ailleurs, et puis des artistes américains, français aussi, les grecs. C'était des choses nouvelles, plus jeunes, plus, je ne veux pas dire l'avant-garde. Qu'est-ce que ça veut dire l'avant-garde? On ne sait pas. Et disons une nouvelle génération. Ce qui était très très bien, c'est qu'au vernissage, ils sont tous venus parce qu'ils suivaient mon aventure. Et ça, je les remercie encore aujourd'hui, parce que j'en ai toujours qui suivent depuis très longtemps. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir quand on fait son métier avec passion. C'est très important, les collectionneurs. On les aime, et ils nous aiment. Donc l'important, c'est cette liaison qu'il va y avoir, cette espèce de courant qui va passer. Et on en rencontre toujours des nouveaux. C'est ça qui est formidable. Il y a toujours des nouveaux qui se forment. Et c'est toujours un renouvellement permanent et en même temps une continuité des gens, des collectionneurs avec lesquels on vit, on travaille. Et c'est toujours ce renouvellement qui est important. Ce partage aussi, leur montrer des nouveaux artistes, leur faire connaître d'autres mouvements. Et ils suivent, ils sont intéressés, c'est ça qui est bien. Et ils continuent là maintenant de devenir... Absolument, ah oui, bien sûr, j'en ai beaucoup de nouveaux. Hein. Parce que vous avez des gens quand même qui commencent à s'intéresser à l'art assez tard, donc après... Et puis vous avez la crise économique, il y a des choses qui se passent. Des gens qui s'intéressent toujours, qui n'osent plus venir à la galerie parce qu'ils ne peuvent plus acheter, alors que je leur dis toujours, venez. Même si, vraiment, moi, vous savez, on peut venir me voir sans jamais rien acheter de ma vie, de sa vie, ça ne changera rien pour moi. Et ça, je le dis et je le pense vraiment. Et d'ailleurs, les gens qui vont m'écouter le savent, parce que j'ai des relations très amicales avec des gens qui n'ont jamais rien acheté, et ça ne change absolument rien. Chaque galerie va avoir son espèce d'aura, et va avoir quelque part les gens qui méritent, les gens qui sont attirés par vous, par curiosité, parce qu'ils sentent bien aussi. Il faut aussi qu'une galerie, on se sente bien dedans. Parce que si on vient souvent, c'est parce qu'on a envie d'y être. Autrement, on y passe, on se fait incognito et on s'en va. Le choix de ce club des cornichons... Voilà, écoutez, je trouve que c'est très bien parce qu'on est tous des cornichons. Et j'adore, le Gun est un groupe d'anglais extraordinaires qui sont pleins d'humour, d'intelligence et très doués. Ils arrivent à travailler ensemble. Le Gun est fait de 3 artistes plus un couple. Et Neil Fox, avec lequel j'ai ouvert mon loft, fait partie du Gun. Il y a Robert Robiche, Bill Bright, et les 2 autres, j'arrive pas à prononcer leur nom. C'est un groupe de garçons qui s'entendent très très bien et qui bossent ensemble merveilleusement bien et qui sont très drôles. Ils sont très doués. Et aujourd'hui, nous sommes dans le bar du Club des Cornichons qui a été présenté à la FIAC 2014 au Café de Flore. C'était sous le... comment ça s'appelle, le parcours Saint-Germain, qui a organisé, qui les a demandés pendant la FIAC. Et le Café de Flore a eu beaucoup de succès. Et maintenant, c'est au Loft. Si vous voulez venir le voir, il n'y a pas de problème, c'est encore là. Ce lieu, je l'avais toujours rêvé, je ne pensais pas l'avoir, je l'ai eu. C'est pas un lieu immense, mais c'est pas un lieu petit non plus. Et il est dans le 19e. J'ai fait 2 chambres pour mes artistes. Comme ça, ils peuvent aussi... Quand j'ai fait la première exposition de Julien Salot, qui a été une grande réussite, parce que Julien, maintenant, est très demandé, je suis ravie pour lui, je suis très heureuse de travailler avec ce garçon qui est formidable. Eh bien, Julien a resté 3 semaines ici, il a travaillé ici. Il a fait des vidéos, il a travaillé, il avait ses assistants ici, il couchait ici. Et donc, je peux faire des performances. On a fait une soirée avec Stan qui était très drôle avec les filles du cabaret du burlesque. J'avais 140 personnes, les gens étaient ravis. On fait des choses ici. C'est très complémentaire de la galerie du 3e. Je regrette, et j'invite tous les gens à faire des efforts, parce qu'entre la galerie du 3e et ici, il faut 20 minutes exactement en partant de ma galerie à ici. Et c'est vrai que, à part certaines expositions où vraiment j'ai beaucoup de monde, les gens le problème des collectionneurs, c'est qu'ils voudraient tous que toutes les galeries soient au même endroit. Alors, dans le Marais, c'est formidable parce qu'ils ont 5 minutes à faire, il y a un parcours, ils peuvent tout faire. Donc, c'est vrai. Mais ici, ça se complète vraiment. Et puis, je peux faire des grands dîners. Quand j'ai fait la double exposition de Boris Mikhailov, voilà quelques années, j'avais fait un très grand dîner. On était 105 ici. J'avais loué 2 bus. Et c'est vrai que j'ai emmené les gens du Marais à ici.
Et bien, je les ai emmenés. Voilà. Mais on peut faire des doubles expositions, mettre des très grands formats. En ce moment, j'ai mis un nouvel accrochage de Lupers qui va faire une grande exposition au Musée d'Art Moderne, une grande rétrospective le 16 avril 2015. Ce qui me permet, j'ai mis des nouvelles œuvres et donc ça permet une continuité parce que, vous savez, je pense que les collectionneurs ont parfois besoin de temps. Donc ça peut leur permettre de prendre tranquillement le temps de revoir des œuvres ou de voir des nouvelles dans un autre espace. C'est énorme. Tout le monde le dit, mais en même temps, ça continue. La semaine dernière, c'était Arco. Là, ce week-end, c'était l'Armorichaud. La semaine prochaine, c'est Hong Kong. Après, fin mars, on a Drainao à Paris. Après Drainao, on a la foire de Bruxelles. Après la foire de Bruxelles, on a la foire de Cologne. Après la foire de Cologne, on a la Biennale de Venise. Après la Biennale de Venise, on a la foire de Bâle. Et comment voulez-vous faire une exposition d'un artiste personnel mai-juin? Je fais un groupe pour faire connaître les artistes et pour faire une continuité. Mais on ne peut pas, c'est très difficile. Il faut s'adapter. Et il y a Los Angeles, Paris Photo. Nous allons participer cette année. Donc nous faisons Drainao, Cologne, Bruxelles, Los Angeles. On va aller à Biennale de Venise parce que j'ai, entre autres, Eva Jospin qui présente chez Hermès. Elle fait une œuvre. Donc de toute façon, je vais au vernissage à Biennale de Venise. C'est normal, on se doit, en tant que galeriste, on se doit d'aller au maximum d'endroits, mais on ne peut pas aller partout. On essaie de les faire participer tous. Enfin, on essaie de faire le maximum pour eux, mais c'est jamais facile. Surtout que ça dépend quelle foire et aussi ce que les foires attendent des galeristes. C'est pas toujours évident. Il y a des foires plus conceptuelles que d'autres. Quoique, ces derniers temps, il y a quand même une espèce d'équilibre qui se crée, parce qu'il y a eu une espèce de montée en folie sur les installations, et maintenant, il y a une espèce de... Je crois qu'il y a une espèce de régularité entre la peinture. Par exemple, des galeries où on ne voyait pas du tout de peinture, qui étaient très conceptuelles, maintenant on voit de la peinture. Je trouve qu'il y a une espèce de mélange. Il y a une mixité qui se passe. C'est moins obsessionnel. Enfin, je ne sais pas, il y avait une manière de vouloir dire qu'il faut être ceci, il faut être cela. Et ben, d'abord, il y a des collectionneurs qui sont très hétéroclites, ils achètent beaucoup de choses différentes, et c'est très bien, parce que imaginez-vous un être humain qui aimerait toujours la même chose, quelle tristesse. Donc il y a aussi un mélange, c'est très intéressant. On peut aimer plusieurs choses. La différence, c'est ce qui est intéressant. C'est une exposition collective parce que j'ai jugé que ce ne serait pas de bonne loi de faire un seul artiste, un one-man show, parce qu'il y a trop de foires. Et un artiste a besoin de ses critiques, a besoin de la presse, et la presse est trop dispersée à travers les foires, et ce serait pas bien. Donc je préfère faire un groupe qui va me permettre de montrer quelques nouveaux artistes, plus mes artistes avec lesquels je travaille, sur un thème qui s'appelle Summertime. Donc ça sera un thème pas toujours gai, parce que l'été on peut être triste, on peut être nostalgique, mais il sera sur l'été. Voilà. Sur les joies de l'été et les nostalgies qu'on peut avoir parfois l'été. De toute façon, il n'y a pas d'école de galeriste, hein. Et ça n'existe pas. Ce qui est formidable, autodidacte, c'est que tous les jours on apprend. Moi, je dis toujours, tous les jours, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau, parce qu'autrement c'est triste. Et puis quand je pense qu'il existe des gens qui s'ennuient, j'aimerais savoir ce que c'est que l'ennui. Tous les jours, je trouve que j'ai tellement de manques, il y a tellement de choses à apprendre, c'est ça qui est génial. Et autodidacte, c'est parce que ça vous intéresse tellement que vous êtes comme une éponge. Vous cherchez à absorber tout ce que vous pouvez trouver. Et puis il faut aller sur le terrain. On n'apprend pas à aimer l'art en le regardant à travers les livres. Déjà par les livres, mais après il faut aller le voir en vrai. Parce qu'un tableau, une sculpture, une photo d'une photo, c'est pas une photo qu'on voit en vrai. Et une sculpture, le volume, il faut regarder les œuvres, il faut les toucher. Moi, j'ai appris à mes collectionneurs à aimer la sculpture en leur prenant la main et en leur mettant sur le cul ou sur le sein d'une femme ou sur une sculpture, même abstraite. Parce qu'il y a le contact avec la matière. Et ça, c'est cette espèce de foutue éducation judéo-chrétienne qui me dit « Ne touche pas, on touche avec les yeux et on regarde avec la main. » Eh ben non, on touche. Chez moi, on touche. Parce qu'il faut toucher. Il faut aussi, dans l'art, il y a une très grande sensualité que les gens ont. Ça, heureusement, ça bougeait, mais il y a une espèce de retour parfois, une espèce de comment je pourrais dire, on est toujours en train d'expliquer aux gens qu'il faut se libérer pour aimer l'art. Il
Et c'est pas évident, parce qu'il y a toujours ce complexe, il y a toujours une espèce de recul, et rien ne vaut une bonne visite dans un musée ou dans une galerie et regarder les œuvres en vrai. Parce que les livres, ou même Internet, c'est très bien Internet, mais c'est pas suffisant. On peut pas passer sa vie à aimer des choses à travers Internet. C'est comme les rencontres, hein, c'est la même chose. Une rencontre avec une œuvre d'art, il faut la faire en vrai. Il faut pas la faire à travers Internet. C'est important. Mais ce qui vous a aidé aussi, c'est votre passé d'artiste. Ah non, d'artiste. Ah oui, ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a rien de pire que l'amateurisme. J'ai appris, mais par contre, j'ai touché le médium. Et je pense que quand on a touché à la peinture, qu'on en a fait, même si c'est nul, on sait comment ça se passe. Et on apprécie encore plus. Enfin, moi, en tant que peintre totalement raté, j'ai compris ce que c'était que la peinture. Et quand je vois une belle peinture ou un artiste, si je sais comment il évolue, je sais comment il travaille. Je rentre dans son tableau. Et ça, c'est intéressant. Et ceux qui n'ont pas touché la peinture, regardez Ambroise Vollard. Les très grands marchands ont tous fait de la mauvaise peinture, presque tous. Ils ne le disent pas toujours. Ambroise Vollard faisait de la peinture. Il y a beaucoup de gens qui faisaient de la peinture. Non, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'acte créatif. Mais oui, parce qu'on a envie de faire quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Parce que la création, c'est quelque chose qui fait exister. Oui, c'est... Alors nous, en tant que galeriste, je parle au nom de tous mes collègues, on crée, on monte des expositions. Moi, quand j'ai une exposition qui est bien accrochée, j'ai l'impression d'avoir fait une création. Je m'approprie presque les œuvres. Bah, Dieu sait si c'est pas moi qui les ai faites. Mais c'est ça qui est intéressant. Et on sait exactement où on va les mettre. Moi, quand je rentre dans un atelier, quand je vais préparer une exposition, que ce soit peinture, photo, je sais déjà comment je vais l'installer. Évidemment, je tiens compte de l'artiste parce que, en général, on s'entend bien. Mais il y a aussi cette volonté d'installer, de mettre en lumière les œuvres dans la galerie. Et c'est comme une espèce de création aussi. C'est une installation. La création est là. Et vous-même, vous vivez avec les œuvres. Hein. Oui, je vis avec les œuvres, je dors avec les œuvres, je vis dans ma galerie presque toujours. Finalement, je suis une bohémienne. Je vis dans mes galeries. C'est vrai, j'ai une espèce d'addiction à la galerie. Mais l'idée, voilà. Surtout, de vivre avec ses œuvres, c'est aussi une manière de bien en parler. Oui, parce qu'on découvre toujours des choses. Il faut tellement de temps pour regarder les choses. Même un artiste, quand il a fait un tableau, la création peut être tellement forte qu'après, il redécouvre son tableau. C'est ça qui est intéressant. Et regardez, Basis, quand il a fait ses remixes, il a voulu retravailler des tableaux. Pourquoi ? Parce qu'il avait des choses encore à dire qu'il n'avait pas dit. Et c'est vachement intéressant. Et les gens qui connaissent rien peuvent dire « Oui, il ne savait plus quoi faire, il a refait les tableaux ». C'est pas du tout ça, ils n'ont rien compris. Cézanne a fait toujours la montagne Sainte-Victoire pendant des années. Il a peint toujours la même montagne en même temps différente. Il faut savoir il faut comprendre ça. Maurice Vigaloff, cette année, avait fait des photos qu'il a fait en 1989. Il découvre Paris pour la première fois. Il va faire des photos en noir et blanc, parce que panoramique. Ces photos, il a une telle émotion parce qu'il découvre Paris, cette liberté extraordinaire qu'il ignorait par rapport à ce qu'il vient de vivre à Kharkov et en Ukraine. Et il va les laisser de côté, il va les garder, et un jour il m'a dit j'en ferai quelque chose. Il faut que je reprenne ces photos. Il les reprend en 2014, il va toutes les recolorier, les retoucher avec de l'or, de l'argent, et là ça change tout. Il avait envie de reprendre ces photos. Là, c'est une pièce unique, il les a retouchées entièrement. C'est cette envie que l'artiste a parfois envie de reprendre son travail parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Il veut aboutir dans sa création. Et ça, c'est intéressant. Et alors, à l'inverse, est-ce que vous est arrivé de travailler avec des artistes qui étaient en panne d'inspiration ? Ah bah oui, complètement. Mais bien sûr, et là, justement, on prend du recul. Ça peut arriver. Ça serait grave s'il n'y avait pas de panne d'inspiration. C'est des périodes expérimentales. Et souvent, l'artiste chérit l'enfant malade. C'est-à-dire que comme il est mal et qu'il est en pleine expérience et qu'il sait qu'il n'est pas bien, il va dire « Je suis très content de moi ». Pas du tout. Et un artiste qui doute et qui dit... Et là, il fait des choses très bien. Mais il n'ose pas le dire parce que c'est pudique, c'est intime. Et c'est là qu'il faut lui dire « Oui, écoute, c'est sûrement peut-être génial ce que tu es en train de faire, mais en ce moment, tu as besoin de recul. Il faut l'aider à prendre conscience qu'il ne faut pas qu'il montre ce travail-là. » Et vous savez, c'est le travail d'un galeriste, c'est très important. Il y a beaucoup de galeristes qui ne savent pas faire ça. Il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à repousser une exposition. Il ne faut pas hésiter à la dire « On la fera l'année prochaine. » Elle n'est pas prête. Alors l'artiste n'est pas toujours content et après, il vous remercie 50 000 fois. « T'as bien fait. » Ou alors, l'artiste va trop vite, il faut l'arrêter avant parce qu'il va trop loin. Mais c'est le travail d'un galeriste avec la complicité de l'artiste, sans l'obliger à quoi que ce soit, l'amener à comprendre si on est sûr, parce qu'on peut être pas sûr non plus. Parce qu'un jour, un artiste peut faire quelque chose de très nouveau, extraordinaire, qu'on ne voit pas. Parce qu'une nouvelle création, c'est un nouvel alphabet. Donc on ne peut pas toujours comprendre tout. Mais un galeriste doit vraiment aider l'artiste dans ce travail. C'est important. Même un artiste très connu...
Il est tout seul dans son atelier, et puis comme il est très connu, les gens lui disent tous qu'il est génial, et il vient de faire une merde, eh bien il est très content que quelqu'un lui dise « Là, je ne suis pas vraiment sûr que ça soit bien ». Il en est ravi. Parce que ça n'existe pas, les artistes qui font que des beautés. On est des êtres humains, on n'est pas des robots programmés sur création géniale. Donc voilà. Alors les gens le disent, moi je ne le sens pas. Les collectionneurs vous disent « Oui, c'était pour toi ». On comprend, mais moi je le vis, je ne m'en rends pas toujours compte, je l'avoue. Après, je dis oui, en effet. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec Boris Mikhailov, que j'adore, j'ai toujours aimé Jürgen Teller, c'est extraordinaire, il est venu chez moi, c'était pour moi, mais sauf que, oui, en effet, il y a souvent des choses qui... Ça s'enclenche, quelque part. Mais, par exemple, sur le travail d'Anne Wenzel. Anne Wenzel aussi, c'est aussi radical, c'est très fort. Voilà, c'est quelque chose que j'ai compris tout de suite. C'est pas un travail facile, c'est un travail très fort. Anne Wenzel, elle a 40 ans, elle est d'origine allemande. Elle fait un travail sur les catastrophes, sur des œuvres assez difficiles, mais c'est un travail très, très masculin presque d'ailleurs. Et j'ai aimé ce travail tout de suite. Sur la décomposition, c'est dur, c'est quand même pas facile. Mais elle fait aussi mais même les fleurs, c'est quand même une espèce de décomposition aussi. Oui. Et c'est vrai qu'entre aussi, on va parler du travail de Jean Bédez. Jean Bédez, oui. Alors Jean, c'est pareil. Alors Jean, c'est un obsessionnel. Lui, c'est pareil. Il est complètement obsessionnel dans son dessin. Il travaille aussi sur des choses assez difficiles. Et Jean, je l'ai vu avancer, je l'ai vu travailler, je l'ai vu évoluer d'une manière extraordinaire. C'est un garçon qui... Mais le talent, on l'a, mais ça se travaille, le talent. Tous les gens qui ont des grands talents travaillent beaucoup. Le talent tout seul, c'est pas suffisant. S'il n'est pas nourri, il meurt. Par contre, les gens qui ont pas de talent, ça marche pas. Mais le talent sans boulot, il faut beaucoup travailler. Tous les artistes qui ont du talent travaillent beaucoup. J'en suis convaincue. Et se posent toujours la même question, l'éternelle question, ils se remettent toujours en question. Ça, c'est important. C'est je crois, le fil rouge de la réussite dans l'art. C'est toujours se remettre en question, toujours travailler. Et le questionnement. Lupers disait un truc que j'aime beaucoup, il disait la création, c'est dans le questionnement. Si on trouve la réponse, c'est fini. Il faut passer sa vie à se questionner et à chercher la réponse. Et peut-être pas la trouver. C'est ça qui est intéressant. En fin de compte, tous les artistes que j'ai pris à la galerie, c'est moi qui les ai choisis et qui a été vers eux. Enfin, je vois beaucoup d'artistes, c'est triste pour eux, il y a beaucoup d'artistes qui cherchent des galeries. J'essaie toujours de regarder leur travail. C'est mon métier aussi, je dois regarder le travail des autres. Même des très jeunes, j'en ai un très très jeune, il s'appelle Félix, qui est très drôle, il est à l'école, il a 18 ans, et sa maman venait à Barbizon, m'a acheté des œuvres, et Félix m'a vu, je ne sais pas où, il a dit je veux absolument la rencontrer. Et Félix me montre régulièrement son travail. Ce qui est bien, c'est qu'il faut pas hésiter à avoir des jeunes, il faut tout voir. Faut pas faire une ségrégation comme ça, dire je veux voir que ça, que ça, que ça. On est obligé d'éliminer des gens, autrement on passerait sa vie, on ne pourrait plus travailler. Mais il faut regarder les autres. Oui, il y a des artistes qu'on a envie de présenter, il faut des lieux particuliers, il faut des architectures, des espaces, oui. Mais je suis très très contente de la galerie dans le Marais parce que c'est très drôle. D'ailleurs, je vois aux gens, selon l'exposition, ils me disent « Ah mais vous avez fait quelque chose, vous avez changé les murs ?» Non, rien. Et on monte une exposition, ça change l'architecture de la galerie. L'art qui va rentrer dans un lieu va complètement manipuler l'espace. Et ça, c'est très très intéressant. Vivre ça, c'est bien, j'aime bien. L'énergie, c'est la base de la vie. C'est vital, l'énergie. Donc, il faut la transmettre intellectuellement, physiquement. Et on est des pôles d'énergie. Donc, si on les garde pour nous, ça ne va pas. Et si on a des énergies négatives, ça n'ira pas non plus un jour. Il faut être un petit peu plus modeste, parfois, dans l'art. Dans ce sens-là, est-ce que vous avez la sensation que vous êtes un petit peu à part dans ce milieu de l'art contemporain? Pourquoi à part? On est tous à part, heureusement, si on est tous pareils.
Je sais pas, j'ai pas l'impression, mais on le dit, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Moi, je me sens pas à part. J'ai peut-être la chance de vivre ma vérité et d'être vraie, parce que je peux pas faire autrement. Alors, ça plaît pas toujours, mais je peux pas faire autrement, donc je suis nature. L'art est partout. Je suis aussi peut-être une œuvre d'art, on ne sait jamais. Très vivante, je suis une performance permanente. Là, en tous les cas... Non, pourquoi il y a oui, c'est vrai, souvent on dit, oui, mais vous êtes atypique. Ben, atypique de quoi? On est tous atypiques, on est tous des cas. Moi, j'ai pas du tout envie j'ai pas envie de rentrer dans un moule. Il n'y a aucun moule pour moi. J'ai mon propre moule. Parce que Non, mais c'est fini ce temps des galeristes qui avaient des costumes, cravates et qui fallait pas dire bonjour aux gens. Mais il y en a toujours qui disent pas bonjour. Mais enfin, ça, je regrette. Oui, il faut être mal aimable. Ça fait plus snob. Non, mais attendez, c'est quoi? Un jour, j'ai un artiste dont je ne citerai pas le nom parce que ça le ferait exister, donc je ne citerai pas son nom. Il me dit, t'es trop aimable. Je dis, mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il a péri par où il a pêché, lui. On n'est jamais trop aimable. On n'est jamais trop gentil. On est toujours trop méchant et trop con. Faut arrêter. Parce que je crois que l'art, ça se partage. Et il y a des tas de gens. Moi, j'ai eu un collectionneur extraordinaire qui m'a acheté toute sa vie des tableaux. Je ne sais combien d'œuvres il m'a acheté à Barbizon. Et ce monsieur qui était parisien, qui était un original, il mettait jamais de chaussettes. Il était toujours en short. Et un jour, il vient me voir à Barbizon. La première fois que ce monsieur vient, je le reçois comme n'importe qui d'autre. C'est pas moi qui va faire une remarque sur sa tenue. Pas du tout. Et ce monsieur me trouve sympathique. Il commence à m'acheter une œuvre. Il me dit, mademoiselle, écoutez, c'est la première œuvre que j'achète parce que j'aime beaucoup l'art, j'ai fréquenté beaucoup les galeries à Paris, mais comme je suis un original, je suis un ancien directeur d'usine, je suis toujours en short et sans chaussettes, personne ne m'a jamais regardé ni dit bonjour, mais vous avez été très aimable, donc je vais vous acheter ça aujourd'hui. Et après, c'est devenu un collectionneur énorme, il m'a acheté je ne sais combien de tableaux, et voilà. C'est ça qui est drôle. Pourquoi l'habit fait pas le moine? C'est une phrase qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est une histoire de descente en soi-même, c'est une introspection. Quand on est relativement bien dans sa peau, on peut donner une bonne énergie à quelqu'un en face. Et je pense que c'est important. Et malheureusement, j'ai la chance d'être assez bien dans ma peau. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très bien dans leur peau et qui s'intéressent à l'art parce qu'à travers l'art, ils comblent un manque. Et quand ils viennent nous voir, il faut être à leur écoute. C'est très important. Ça se partage. On est un peu un psychanalyste. Et c'est très important. Les psychothérapies, l'art, c'est pas pour rien qu'il y a l'art-thérapie, c'est une psychanalyse extraordinaire, l'art. Et ça, il faut le savoir. Et oui, je suis aimable et j'espère y rester. J'y tiens. J'adore le monde. Alors, quand quelqu'un rentre chez moi, je suis ravie. Et je dis toujours, quelqu'un me dit, on est passé, on n'a pas osé vous déranger. Je dis, mais il faut me déranger, ça me fait plaisir de me déranger. C'est si vous ne me dérangez pas que ça ne me fait pas plaisir. Pourquoi? Je ne comprends pas d'où vient cette chose. Dans le temps, voilà, très longtemps, à la première époque, où c'était pas des galeries, c'était, je ne sais pas comment ça s'appelait, des salons, quand comment ça s'appelait, Katia Granoff faisait ses soirées, ils aimaient le monde, ces gens-là, ils faisaient des cafés ouverts, des salons ouverts. Pourquoi je ne sais pas à partir de quand c'est arrivé cette chose où il fallait être presque froid, regarder les gens de haut, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est pas intéressant, ça intéresse personne. Moi, j'ai des grands collectionneurs qui sont très connus dans le monde entier, qui adorent ma manière d'être simple et qui sont ravis d'être simples avec moi. Ils sont déjà assez compliqués avec les autres, alors s'ils peuvent être un peu décontractés dans une galerie, heureusement. Les œuvres d'art, c'est créatif, mais il y a aussi le mental créatif. Il faut vraiment travailler sa pensée. Et la force. Et ça, je le dis et je le fais. Hein. Quand on dit « Ah non, c'est impossible », combien de fois on m'a dit « C'est impossible ?» Je dis « Ah, bah, ça m'intéresse, c'est impossible, je vais le faire. » Non, tu ne pourras jamais rencontrer un tel, c'est impossible. Ben, impossible. Il suffit d'enlever le 1 devant et c'est fini, c'est possible. Voilà. C'est très facile quand on veut le faire. C'est des mots. On s'invente des mots pour ça. Vous savez, le mot impossible a été inventé par l'individu pour s'empêcher de faire des choses comme ça l'arrange. Un jour, j'ai découvert ça. C'est ma philosophie. Irrévocable, on ne peut pas. Impossible, on peut. C'est juste un mot qu'on a inventé comme ça nous arrange. Oh, bah, c'est impossible, on ne peut pas le faire. Bah, si, on va le faire quand même. Moi, si on me dit c'est impossible, je dis on va bien voir. Voilà. Autrement, on ne fait rien. Hein.
On a une petite vie pour essayer de faire tout ce qu'on a envie de faire. Faisons-le. Faisons-le plus ou moins bien, mais essayons de le faire. Je le répète, on ne peut pas tout réussir. Il y a que les gens qui font rien. Les gens qui font rien sont qui critiquent toujours. Ceux qui font rien, ils réussissent rien, ils risquent rien de rater. Mais ils sont rien. Donc, voilà. Le rien engendre le rien. Le tout engendre le tout. Et dans le tout, il y a des erreurs, mais c'est bien, c'est positif. Mais alors donc là, il y a bien un moteur interne qui vous pousse. Le moteur interne, c'est que si on veut continuer à faire des choses, il faut que les choses qu'on commence à faire marchent. Donc il faut faire tout pour que ça marche, pour engendrer les autres choses. C'est comme une machine en permanence qui ne peut pas s'arrêter. Et ça, c'est ce qu'il faut se dire. Mais il faut avoir la force. Je ne suis pas la seule, hein. Il y a peut-être tous les galeristes qui font leur boulot, leur travail avec amour pratiquent la même chose que moi, peut-être d'une manière un peu différente, mais on est tous dans la même galère qu'on adore, parce qu'on adore ramer. Oui. Puis il y a des beaux. C'est-à-dire que c'est des incertitudes. Ah oui, il faut. C'est-à-dire qu'être galeriste, voilà, oui. Qui, à un moment donné, ne peuvent pas payer. Mais bien sûr, ça vous attaquez un sujet particulier. Il faut être très conciliant. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est bien dans la seule branche où on peut rentrer dans un endroit, acheter quelque chose, le réserver et puis partir sans payer et réserver la pièce. Oui, parce que l'art, ça s'achète pas comme on achète autre chose. Voilà, c'est un troc d'idées qu'on paie, c'est un concept c'est particulier. Donc il faut accepter ça. Mais il faut savoir qu'il faut bien aussi payer les galeristes pour qu'on puisse payer les artistes et pour qu'on puisse les aider à produire. Parce que maintenant, c'est normal, les jeunes artistes, on les aide à travailler en produisant leurs pièces, en achetant des choses pour eux, autrement ils ne peuvent pas produire. Et on est tellement content quand ça marche qu'on le fait avec grand plaisir. Parce qu'autrement, ils sont limités. Et c'est tellement extraordinaire de décider de travailler avec un jeune artiste et de voir qu'il avance, qu'il travaille. Julien Salot, quand je l'ai connu, il n'était pas du tout connu. Maintenant, il a fait Montrouge. Après, il a exposé au musée d'Ercilia à Tel Aviv. Maintenant, il est au musée de la Chasse à Paris. Maintenant, il va être ailleurs. Il a fait une exposition à New York. On est très contents. Il a exposé au musée des Beaux-Arts en Corée, à Singapour. Il a fait plein de choses. On est ravis. Donc voilà. C'est une grande satisfaction. C'est un peu nos enfants. C'est ça qui est partager les succès. Il y a quelques échecs parfois, mais les succès sont tellement importants qu'il faut penser au succès, c'est tout. Et la consécration ultime, la Biennale de Venise. Oh, ça j'en sais rien. Oui, pour les artistes, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est la consécration ultime ? Même dans la Biennale de Venise, quand on voit parfois des artistes qu'on sait très bien qui sont rentrés, je ne sais par quelle porte, qu'on a ouvert pour eux, ou voilà. Donc on ne peut pas savoir, vous savez. Tout le monde sait tout maintenant. C'est plus comme avant, les gens savent très bien. Il y a eu beaucoup de choses qui sont désacralisées, et tant mieux. Parce que l'art n'est pas tellement intègre. Donc je pense que la meilleure chose, c'est qu'un artiste qui a une vraie qualité, il sort toujours un jour ou l'autre. Et ça, qu'il fasse la Biennale de Venise ou pas, vous savez, si c'est pas un très bon artiste, s'il est à la Biennale de Venise, après la Biennale, les gens diront « c'était pas terrible, terminé ». Les gens sont pas... Ce qui est bien, c'est qu'on offre aux collectionneurs un tel moyen de se cultiver, de travailler l'art, de regarder, de s'informer, en plus avec Internet, que maintenant, on leur raconte plus d'histoire. Et c'est très bien. Ils sont capables de juger tout seuls. Et c'est parfait. Ils ne sont pas dupes, hein. Même des très grandes foires où parfois on voit des choses qui ne sont pas si bien. Alors au début on se dit quand même ça doit être bien si c'est à tel endroit. Et puis après on s'aperçoit qu'on n'a pas trouvé ça bien et que plein de gens n'ont pas trouvé ça bien. Et que les critiques qui sont spécialisés dans l'art vont écrire des articles où ils vont dénoncer que c'est pas bien. Donc voilà, et c'est tout simple. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant les collectionneurs, les vrais collectionneurs, ils vont pas juger un artiste parce qu'il fait pas la foire ou une galerie parce qu'elle fait pas la foire. Ils s'en foutent. Ils sont contents, mais ils n'ont pas cette décision absolue de dire « Ah non, il n'a pas été à là, je ne l'achète pas ». Pas du tout. Ils vont plutôt faire l'inverse. Ils vont dire « Ah ben je ne comprends pas, il devrait y être ». Il y a un engagement. Le collectionneur, de plus en plus, s'affirme. Il y a aussi les gens qui sont totalement manipulés, mais il y en aura toujours. Mais le collectionneur devient un être intelligent, qui s'informe lui-même, qui a ses propres goûts, et c'est très bien. Je suis ravie.
Et moi, j'aime bien qu'un collectionneur me dise « j'aime pas » ou « ça me dérange pas du tout ». Parce qu'on partage les choses. Moi, j'ai vu des... C'est ça qui est intéressant. On n'est pas toujours on n'est pas toujours d'accord. Et c'est la discussion qui s'engage, c'est bien. C'est Suzanne, oui, c'est ça. Ouais. Après, je collabore avec d'autres galeries, mais c'est la galerie mère, Suzanne. Ouais. La photographie, la gravure et la peinture mélangées, parce que quand Corot faisait ses clichés vers le Bruno Sulz, il a fait des clichés vraiment magnifiques, même la technique pour moi c'est une référence. Même les huiles sur cuivre ou sur bois, et il y a toujours des références. C'est pas que la thématique, c'est pas que les références visuelles, il y a la technique aussi. Oui, parce que ça permet de rendre, d'exprimer ce qu'on veut vraiment. Le problème de certains artistes, c'est qu'ils vont mettre ce qu'on appelle la charrue dans les bœufs. Si on n'a pas la technique, on ne peut pas exprimer ce qu'on a envie. Donc je crois qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Oui, parce que la technique nous impose un rythme et un temps de travail. Donc on comprend pourquoi, par exemple, Van Eyck, c'était Rogier van der Weyden, c'était... On comprend mieux en fait. Van der Weyden sur bois, oui, c'est pas comme un Rembrandt sur cuivre. Un Rembrandt sur toile, c'est pas comme un Rembrandt sur bois. Donc ça déjà c'est une référence. Mais je suis pas maniaque de la technique, j'adore la technique. Hein. Non, mais je comprends bien. C'est aussi la possibilité d'utiliser différents supports, voilà. Le bois, le cuivre. Et de s'exprimer sur ces matériaux et de rendre des impressions. Si on n'a pas cette technique, on ne peut pas rendre cette impression. C'est ça le travail qu'il faut faire avant. C'est un long travail, il faut pas vouloir. Il faut du temps. Je crois que dans l'art, il faut. Bon, les temps, de toute façon, c'est la peinture qui nous impose les temps. Et d'ailleurs, c'est ce que il faut respecter les temps de la peinture. Voilà. Si on abuse, si on la force, non, elle ne va pas être là. Je ne pourrais pas assumer une association. C'est pas possible. Parce que j'ai envie de présenter des gens. Je crois que quand on est associé avec quelqu'un, ou que quelqu'un vous aide financièrement, c'est normal, il a son mot à dire. Et à partir du moment qu'il vous aide financièrement, c'est qu'il a envie que ça rapporte. Parce que le problème de l'art, c'est ce que je disais un jour à quelqu'un qui voulait ouvrir une galerie, je lui disais, j'ai peur que vous ne pouvez pas continuer vers ce métier. C'était un monsieur qui avait d'abord été collectionneur, parce que vous avez trop peur de perdre de l'argent. Dans ce métier, il ne faut jamais avoir peur, il faut savoir en perdre, il faut apprendre à en perdre, il ne faut pas en avoir peur de cette perte. Et il y a peu de gens, dans le monde actuel, de cette spéculation intense, qui n'ont pas peur de perdre de l'argent. Et je crois que ceux qui n'ont pas peur de perdre de l'argent, c'est ceux qui en ont moins. Bon, moi, ma vie, elle est ce qu'elle est. J'ai réussi à peu près à faire ce que j'ai envie. Je continue. Ça fait pratiquement 37 ans que je suis galeriste. J'ai commencé très jeune. Et j'espère que... Je me sens encore très jeune, d'ailleurs. J'ai eu tellement de travail à faire que... Inch'Allah. Voilà. Mais je préfère assumer ma liberté. La liberté, c'est... Attention, la liberté, ça se cadre. Sous mes apparences extrêmement, soi-disant, atypiques et je suis excentrique, je suis comme les... C'est pour ça que j'ai des artistes allemands, parce qu'ils sont très droits. Moi, je suis très, très dure avec moi. Je fais très attention à ce que je fais. Voilà. Parce que l'extravagance, c'est aussi dans le raisonnement. Faut pas faire n'importe quoi.